a explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets. Dans le haut de la boîte à pain. On est de retour pour l'Extra. Content de vous avoir avec nous. On est le mardi 7 avril, lendemain du congé pascal, du long week-end pour certains. Frédéric Laure avec vous, en compagnie d'Olivier Brett, comme à l'habitude. Tout à fait. Merci. Et de? Abonnez-vous. Ouais, et de, cette semaine, on a Quentin Parissis. Bravo! Qui est toujours Merci. avec nous, qui était là pour l'épisode de On est enregistré Planax. devant public cette semaine. Oui, exactement. Édition, on en parlait dans l'épisode de Planax où le Québec est à l'honneur. Oui. Les Québécois sont à l'honneur. Puis c'est pas les sujets qui manquent non plus. Il y avait entre autres Marc Dos Santos. À quel point Marc était déjà sur le radar, ça? Ou est-ce que c'est sa nomination qui... Marc Dos Santos est un ami de Québec Soccer. Je pense que si on remonte 20 ans en arrière, Marc Dos Santos a déjà fait des apparitions dans Québec Soccer. Donc c'est quelqu'un à qui on parle relativement régulièrement. de l'avoir à la tête d'un aussi gros club. On en a parlé il y a quelques semaines, si je ne me trompe pas. Marc Dos Santos, c'était un choix quand même assez gutsy comme entraîneur. Tu aurais pu facilement avoir un autre entraîneur qui était peut-être un peu plus, puis là, je manque absolument pas de respect. Non, plus bling-bling. Ben, exactement. T'étais à LA, Qui fait puis les plus partisans s'entendaient à quelque chose, pas l'assistant entraîneur de l'autre. T'es à LA, puis je vais dire, là, désolé pour le LA Galaxy, t'es au bon LA en ce moment. Là. En ce moment... Non, mais Oh, là, t'as c'est raison. un temps où ça aurait été Ah ouais. le Galaxy, tu voulais coacher ça. Là, en ce moment, donne le choix à un coach, tu choisis lequel, ça prendra pas 2 secondes qu'il va choisir le LAFC. C'est quand même extraordinaire que ce soit lui, sachant qu'il était déjà comme entraîneur adjoint, puis on décide de le promouvoir. Ben oui, absolument, c'est aussi preuve qu'il a travaillé, puis qu'il a évolué, puis qu'il a suivi le chemin. Et puis ce qui est intéressant, c'est, j'en parle un peu dans mon éditorial au départ, c'est que lui, il a commencé il y a on va dire 25 ans à peu près à coacher ici au Québec, et qu'aujourd'hui au Supra, on a des gens qui viennent du milieu amateur qui font le saut au monde professionnel, et puis que peut-être dans 25 ans, ce sera ces gars-là qui seront dans les meilleurs clubs d'Amérique du Nord à leur tour. Donc non, oui, évidemment, Marc Dos Santos, je pense que ce qui a fait sa force, c'est l'humilité en fait pour le LFC, parce qu'il était coach principal au Whitecaps à un moment où le Whitecaps renaissait un petit peu, puisque c'est au moment où Alex Schuster, le directeur sportif, est arrivé, etc. Il a fini par perdre son poste au Whitecaps, et il est redevenu adjoint pendant plusieurs saisons. C'est 4 saisons à être entraîneur adjoint. Je pense que ça prend quand même un peu d'humilité pour accepter de redescendre d'un étage quand on a été coach principal en MLS. T'es quand même dans un club ultra performant, par contre. Absolument. Parce que t'es pas l'adjoint d'un club où t'as 8 coachs qui sont passés en 3 ans. Et de toute façon, il en avait besoin, parce que il en parle quand on a des joueurs internationaux qui arrivent et qu'on n'a pas l'expérience de coacher ce genre de joueurs avec certains qui ont gagné la Coupe du Monde, etc. Ça prend quand même une certaine expérience, une certaine capacité à répondre aux attentes de ces joueurs-là qui ont connu les plus grands coachs, etc. Qui vont te challenger. Absolument, absolument. Donc, il y avait sans doute besoin, il le reconnaît, d'apprendre aussi ce volet élite mondiale, en fait, qui n'avait pas forcément Whitecaps, parce que Whitecaps, à l'époque, recrutait pas Thomas Müller pour compléter son effectif, quoi. Donc ça a été un cheminement qu'il a opéré, et puis on voit sur ce début de saison, c'est quand même assez épatant. Alors certes, il a un très bel effectif, mais il y a d'autres beaux effectifs en MLS qui... Au moment où on se parle, par contre, ils n'ont pas encaissé de but cette année. Mais là, on est le 7 avril. Je ne sais pas quand vous écouterez ce balado-là, mais c'est un extraordinaire début de saison. Il vient de gagner 6-0 derrière le week-end face à Orlando et notre Maxime Crépeau. Moi, c'est parce qu'on reste sur Marc Dos Santos. Tu sais, tu parles des entraîneurs, puis c'est important d'avoir une équipe professionnelle. C'est le cas dans la Ligue nationale de hockey, les Pâquerettes, où le Québec est reconnu dans le monde du hockey en disant ils savent jouer au hockey, là, puis ils connaissent ça. Souvent, les entraîneurs québécois qui sont professionnels dans la Ligue nationale ou ailleurs, c'est des gens qui sont passés, entre autres, en partie par le Canadien de Montréal. Tu sais. Puis moi, ce que je reconnais à Marc Dos Santos, puis ce que je veux reconnaître à Yoann Damet, c'est l'ambition aussi de ces gars-là qui n'ont pas eu peur de se vendre, de se mettre en danger, d'aller plus loin, avec en tête encore plus grand aussi. Parce que... tu viens de parler du Supra, tu sais, des gens, des amateurs. Là, je fais un long détour, mais
oui, j'espère que le Supra sera un tremplin pour plus grand pour nos entraîneurs québécois. Encore faut-il qu'eux aient de l'ambition, parce qu'en Premier League canadienne, là, il y a combien d'entraîneurs qui ont monté? Parce que là, il y a Sartini qui, techniquement, entendez, là, c'est péjoratif, mais je pense que c'est correct de le dire. Il descend de niveau. Il n'y a pas... Là, Smirniaris, là, il est là depuis combien de temps? Il est supposé de monter depuis combien de temps? L'autre, Tommy Wildon Jr. Oui, qui est un bon entraîneur, moi, je trouve. J'aime bien. Comment ça, il ne va pas ailleurs? Est-ce que la Premier League canadienne souffre un déficit d'image. C'est un brand. Oui. Après, c'est normal. Hein, c'est une ligue qui est toute jeune et qui doit asseoir sa crédibilité sur la scène internationale. Mais il y a aussi les entraîneurs québécois qui ont réussi se sont expatriés aussi, et pas nécessairement tout de suite au haut niveau. Marc Dos Santos a fait Brésil, exactement. Nicolas Gagnon, qui lui n'est pas coach, mais qui fait partie d'un staff qui est là maintenant spécialiste des coups de pied arrêtés, qui est en Arabie Saoudite avec Christophe Galtier. Lui aussi est parti à l'étranger, au Portugal, etc., au Brésil aussi, me semble-t-il, mais pour aller emmagasiner de l'expérience, voir d'autres types de façons de travailler, etc. Donc il y a eu aussi une volonté de savoir que oui, il faut prendre de l'expérience au Québec et au Canada, il y a des bonnes choses à obtenir, mais il faut aussi aller se confronter à d'autres environnements, d'autres types de joueurs, d'autres mentalités, etc., pour avoir finalement le CV complet, parce que c'est ça, Marc Dos Santos aujourd'hui, il a un joueur, une vedette internationale qui nous vient de Corée du Sud, un gardien vedette internationale qui vient de France, il a des joueurs américains, etc. Il faut qu'il arrive à comprendre toutes les spécificités de ces joueurs-là, leur état d'esprit, etc. Ça prend... On ne peut pas apprendre ça juste au Québec ou juste au Canada, puis c'est pour tout le monde pareil en fait. Hein, donc c'est pas l'enjeu de c'est au Québec. Non, il y a besoin d'évoluer, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Ça fait partie de l'ambition aussi de se dire ok, j'ai réussi ici, j'ai fait le tour. J'ai pris ce qu'il y avait à apprendre pour aller au niveau supérieur, et il faut aller se confronter, voir ce qui se passe pour évoluer et ensuite aller éventuellement avoir sa chance plus haut. Tu parlais d'humilité de Marc. Puis ce que j'allais dire tantôt, tu as raison, c'est des gars qui ont été capables de se projeter. Moi, j'ai été coaché par Marc Dos Santos. La première fois qu'il a coaché des seniors, c'était à l'Attaque de Trois-Rivières en 2007, 2008. Ensuite, il a été promu avec l'équipe pro. Mais déjà, à ce moment-là, tout était fait. Il y a presque 20 ans. Mais tout était fait très, très professionnellement, même si c'était des balbutiements de l'Attaque de Trois-Rivières, qui a joué quelques années seulement. Mais bref, là où j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, tu parles de Smirniatis. Est-ce que lui serait prêt à aller coacher la MLS Next Pro d'un gros club de MLS? Ou est-ce que lui serait prêt à se transformer en adjoint d'un club de MLS? Puis là, on le prend en exemple parce que c'est celui qui a été annoncé partout là, du CF Montréal à l'équipe nationale canadienne. Mais ça, je pense que ça va être intéressant de voir à quel point des gars qui ont un gros potentiel comme coach, qui sont adjoints ou entraîneurs-chefs. Les entraîneurs-chefs, je trouve que c'est encore plus intéressant comme étude de cas. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour rentrer dans le marché américain? Parce que de l'extérieur, les Américains vont regarder in-house beaucoup plus vite qu'ils vont regarder un coach qui est performant en Première Ligue canadienne. Assurément. Puis, tu sais, Mo Farsi, s'il reste en Première Ligue canadienne, est-ce qu'il est champion de MLS Cup? Non. Il faut qu'il s'en aille là-bas avec la réserve. Puis là, tout d'un coup, on dit « Attends, il y a quelque chose de spécial. » Puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec les Moi, coachs. c'est ça que je voulais dire. C'est quand... puis là, c'est facile d'assis sur notre derrière ici de dire « Hey, ayez de l'ambition. » C'est pas ça que je dis. Moi, je fais comme « Wow, ils ont eu de l'ambition. Ouais, ouais, Ce que Marc Dos Santos a fait est extraordinaire. Ce que Nico Gagnon est en train de faire, c'est extraordinaire. Puis bravo. Parce que c'est pas ça. Puis moi-même, je suis le premier parce que ça engage. Puis probablement que Smirniatis, c'est un peu son problème aussi. Il est à Hamilton. Ça doit être un des bons salaires, sinon le meilleur salaire d'entraîneur de la Ligue. C'est la meilleure... T'as du pouvoir. T'as du pouvoir Exactement. dans ton petit... T'es-tu un petit poisson dans un gros poisson dans un petit étang ou un petit poisson dans un gros étang? Lui, c'est un petit poisson dans un gros poisson dans un petit étang. Les Forge, c'est l'équipe qui dépense le plus. C'est l'équipe qui gagne bon an, mal an. C'est l'équipe qui a des défis, puis ainsi de suite. C'est l'équipe qui a assis quelque chose. C'est pas facile de dire « Hey, je vais aller adjoint au FC Dallas. » C'est ça, m'aller jouer à Charlotte, puis on verra comment ça va se passer. C'est un sacré défi, mais Marc Dos Santos, lui, il l'a fait en partie.
Puis il y en a plein d'autres qui l'ont fait. Puis Yohan Damet, dans une certaine mesure, il a fait ça. Tout à fait. Bref, à ces gens-là, ils ont toute mon admiration. Voilà. Parlant de coach, on reste dans le coach parce qu'on va continuer par rapport à Québec Soccer. Attends une minute, avant d'aller plus loin, parce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas au bout. Pour Québec Soccer, si je veux me le procurer, maintenant il est rendu seulement en ligne ou il y a une version papier qui est disponible seulement aux abonnés? Oui, on peut l'acheter de différentes façons. quebecsoccer.ca. quebecsoccer.ca. Il y a aussi des offres en ce moment avec des places pour le Supra, etc. Il y a toutes sortes d'offres. Alors moi, je m'occupe de la rédaction. Alors tout ce qui est diffusion, vente, etc. Je suis pas impliqué là-dedans, mais c'est ça, c'est sur quebecsoccer.ca que ça se passe. Il faudrait en parler. C'est Franck Despatie notamment qui s'occupe Franck de tout Despatie, ça. absolument. Okay. Éditeur, propriétaire du magazine, ancien joueur du Supra et de l'Impact, je crois. Il me corrigera si c'est ça. Mais on parle d'il y a... Avant Marc Dos Santos, peut-être. Ouais. On aura des paquettes aussi pour vous, encourager. Pas vous encourager, vous soutenir. C'est peut-être mieux que vous encourager. Vous n'avez pas besoin d'encouragement parce que c'est du sapré travail. Pour vous soutenir de plus. Abonnement? Oui, absolument. Ouais. Okay. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Lisez et parlez-en. Mais même si, je veux dire, parce que c'est payant, puis il y a des gens qui n'ont pas d'argent, etc. Simplement, voilà. Là, j'ai l'occasion de venir écouter ce qui se passe par rapport au sujet qu'on développe dans Québec Soccer. Parlez-en. Faites savoir qu'il y a du travail qui se fait, qu'il y a des infos qui sortent, on fait du bon travail. Un mot sur les réseaux sociaux ou un mot à la table autour du rôti le dimanche. Oui, la communauté exactement. Soccer Québec là, des réseaux sociaux pourrait aussi donner le crédit, entre autres, ou du moins en parler un peu plus, peut-être. C'est ça. Donc, il n'y a pas seulement... On peut soutenir de plein de façons. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui aime le soccer, sachez qu'il y a un magazine qui a 49 ans cette année, qui existe et qui est spécifiquement sur le soccer. Pour les 50 ans, pensez-vous à un calendrier hivernal, vous autres aussi? Alors, c'est une bonne question. Justement, j'ai rencontré l'éditeur, donc Franck, dernièrement. On va essayer évidemment de marquer le coup pour le 50e anniversaire, parce que c'est la plus ancienne revue unisport au Québec, c'est sûr, et je crois au Canada. Ah ouais. Donc, on dépasse le hockey. Donc oui, il y aura évidemment des choses qui vont être organisées parce qu'on a imaginé 50 ans de soccer. On est en train de parler de Marc Dos Santos il y a 25 ans, mais en fait, Québec Soccer existait déjà depuis 25 ans à ce moment-là. Ouais. Donc, imaginez tout ce qui a été raconté. Oui, exactement. Tout ce qui a été raconté. Ça a rythmé. C'est une partie des archives du... D'ailleurs, c'est disponible à la Bibliothèque nationale. Toutes les éditions du magazine sont envoyées depuis mai 1977 à la BANQ. Donc, vous pouvez aussi aller à la BANQ consulter les 49 ans de Québec Soccer. Extraordinaire. Qu'est-ce qui reste? Parce que là, on est dans l'extra, il y a des gens qui sont abonnés. Eh bien, il y a des gens aussi qui ne sont pas abonnés, qui vont écouter ça un peu plus tard, dans un mois. Qu'est-ce qui arrive dans les prochains mois pour Québec Soccer? Là, on a eu le Québec à l'honneur. J'imagine qu'on se tourne Coupe du Monde. Coupe du Monde à l'honneur, évidemment, pour le prochain numéro, 100% Coupe du Monde. On est un peu là-dedans. Donc, voilà, Coupe du Monde, beaucoup. Et puis, pour la suite, on va évaluer ça pour les prochains numéros. C'est 5 numéros par an. En tout cas, cette année, ce sera 5 numéros de Québec Soccer, tous les 2 mois. Donc là, on est dans la Coupe du Monde, fort, pour permettre aux gens aux intéressés ou aux non-initiés aussi, d'avoir les infos nécessaires pour vivre la Coupe du Monde comme il se doit, que ce soit dans le stade à Toronto, à Vancouver, à New York, à Boston, là où vous voulez, ou devant la télé, avoir les infos qu'il faut pour en avoir un petit peu plus autour des matchs. Moi, j'ai quelque chose en tête. Vas-y. Mais je pense pas que je vais le dire. Mais dans tes 50... Ça, c'est du non, mais je vais... Ouais, c'est sûr. Hey, j'ai quelque chose mais non, mais tête, l'extra je de l'extra, mon gars, va être bon. Okay. OK? Ceux qui... Les mégas abonnés, parce qu'on a une nouvelle catégorie d'abonnés. Non, c'est parce que t'as pas vécu les 50 ans de Québec Soccer. Ils sont pas encore passés. Non, mais tu avais les 49 ans. T'en avais combien? Mon premier numéro, c'est mars 2015. C'est quoi l'article le plus extraordinaire ou le plus marquant, le moment le plus marquant de Québec Soccer que tu as jamais eu? Il y en a plusieurs. En fait, il y a le volet journalistique et il y a le volet personnel. OK. Donc, c'est sûr que volet journalistique, je me souviens avoir fait un article sur Joey Saputo, on s'en était parlé.
à une période assez mouvementée du club, puisque c'était au moment du rebranding, et c'est vrai que c'était un peu audacieux de ma part que de partir sur un article sur Joey Saputo à ce moment-là. Mais ça, c'est, je dirais, dans les dernières années. Et on n'avait pas apprécié. Les gens avaient apprécié. Les gens avaient apprécié. Après, au club moyen, parce qu'en fait, Joey Saputo, voulant pas parler, il pensait que je ne travaillerais pas là-dessus. Et du coup, j'ai travaillé là-dessus. Ils n'étaient pas très contents. Ceci dit, l'article était très... C'était fair. Ouais. Ouais. C'est ça, en fait, c'est ça que j'avais en tête. Particulièrement. Je sais que ça a été un moment important, ou du moins un moment tumultueux. Ouais, ça avait été tumultueux, mais je pensais que c'était important de le faire. Et puis, étant donné la réaction, je pense que j'ai eu raison de le faire. Après, sur le volet personnel, moi, il y a des joueurs à qui j'étais content de parler. Quand j'ai fait l'entrevue avec Bakary Sagna à l'époque, on avait dealé que quelques minutes parce que voilà, il n'était pas spécialement enthousiaste à l'idée de faire des entrevues. Puis finalement, au bout de, je sais plus, 10 minutes qu'on avait dealé, il a dit non, c'est bon, on continue. Et donc, j'avais comme gagné mon temps sur les 10 minutes qui m'avaient été accordées, j'avais gagné mon temps supplémentaire qui avait été beaucoup plus important que les 10 minutes initiales. Ouais. Jonathan David aussi, on a fait Jonathan David il y a quelques mois là, c'était un bon souvenir. J'étais content de aussi sortir seulement des joueurs québécois pour le coup, même s'il est francophone évidemment, mais c'est sûr qu'en équipe nationale on va souvent vers les mêmes joueurs. Ouais. C'est assez confortable, c'est facile. Mais est-ce que ça améliore Jonathan David, parce que je pense que j'ai fait sa première entrevue en français, mais vous l'avez beaucoup plus côtoyé ces derniers temps. Français? Non, pas s'améliore en français. Est-ce qu'il s'améliore en général en entrevue? Parce que sa première... En fait, c'est de là que je viens. La première entrevue en français, c'était un peu compliqué. C'était pas très top. Est-ce qu'il s'améliore en entrevue, Jonathan David? Je pense que... il était à l'aise, il m'a offert les réponses. Je veux dire, l'entrevue se tenait, etc. C'est sûr que c'est pas le gars le plus prolixe que j'ai pu avoir, mais je pense que quand on le côtoie beaucoup, puis c'est pas mon cas, je veux dire, je fais des entrevues, etc., mais c'est pas mon ami, Jonathan David. Je pense qu'on peut facilement avoir quelque chose d'intéressant avec lui. Ça prend un peu de confiance, ça prend un peu de relation. C'est sûr que ce sera jamais le gars c'est pas Alistair Johnston. Non, c'est ça. Toi, tu l'as eu souvent? 2-3 fois. J'ai vu à l'image de l'équipe au complet, quand je suis allé il y a quelques semaines pour faire les entrevues pour la Coupe du Monde, il y avait une grosse différence entre il y a 4 ans puis cette année. Puis il y en a pour qui c'est se dégêner un peu, il y en a d'autres pour qui c'est, comme Mathieu Choinière, c'est avoir un enfant. Tu sais, Mathieu Choinière, c'en est un aussi. Absolument. Il était pas top. Moi, je me souviens avoir fait des entrevues à la radio avec lui. Puis... Moi, je l'ai formé à l'académie. C'est ça, puis ça ramait, puis il est rendu super bon. Fait que ces gars-là prennent du galon, pas juste sur le terrain. Jonathan David, c'est pas un gars d'emballage. Tu sais, c'est pas un gars qui va te pomper de l'énergie dans un échange. C'est un gars qui est beaucoup plus calé dans sa chaise. Il est plus Prince Owusu, mettons, que Alistair Johnston ou Samuel Piette, qui sont accessoirement 2 très, très bons chums. Mais moi, il y avait de la substance. Tu sais, quand j'ai parlé de porter le brassard de capitaine, il a dit, mon premier réflexe a été de dire à Jesse, mais il y a d'autres gars qui devraient avoir ce brassard-là avant moi. Tu sais, c'est pas que je le veux pas. Fait qu'il peut donner... Il donne des réponses intéressantes, mais il ne faut pas que tu t'attendes à un show de feu d'artifice quand tu fais une entrevue, quand tu échanges avec lui. Alors par contre, tu parles de Prince Owusu. Moi, je l'ai fait l'année dernière. Il était en couverture l'année dernière. C'est une entrevue que j'avais vraiment préparée. Je suis arrivé avec quand même des détails sur son parcours, etc. Et il m'a donné une excellente entrevue. Ah, mais puis c'était pas c'est un jugement sur le niveau d'énergie dans l'échange. Là. C'est pas sur la qualité. Alors, c'est même pas l'énergie, c'est du rythme. Ouais. Parce qu'il fait quelque chose qui nous rend mal à l'aise. Tu lui poses une question, il va faire une pause, un silence, il va retraiter à l'intérieur de lui, respirer, se retourner tranquillement, te regarder, puis après ça, y aller d'une réponse très lente. Oui, mais en fait, moi, Prince Owusu m'a donné des réponses. Oui, il a respiré, oui, il a réfléchi à ce qu'il disait, mais une fois qu'il était parti, j'ai senti que c'était un gars... il était offensif dans ses réponses. Il était offensif Même et chose en conférence positif. De presse, Exactement. Et là, moi, j'ai senti, je l'ai fait sur Zoom, je pouvais pas me déplacer ce jour-là, etc. Mais j'ai senti, ok, c'est un leader. Même quand il me parle, tu sens que
il te rentre dedans, mais de façon positive. Il est carré, c'est comme ça, etc. Et le fait que j'avais préparé m'a évidemment beaucoup aidé parce que derrière, j'ai pu rebondir et il le sent immédiatement. Ce qui n'est pas le cas de tous les joueurs, en fait. Il y a des joueurs, ils te répondent et puis voilà. Donc finalement, je pense que Jonathan David, c'est vrai que c'est intéressant. Si tu vas le chercher sur certains points où il voit que tu sais exactement quelle était l'histoire, là, tu vas obtenir des choses. Dans le sens où naturellement, c'est pas lui qui va t'emmener vers le point précis, etc. C'est toi qui dois l'emmener, mais une fois que tu l'emmènes parce que tu as préparé tes choses, alors là, tu vas obtenir des choses intéressantes de sa part. C'est une sacrée science, parce que au-delà, dans le monde du sport, c'est pas la même chose qu'en politique, c'est pas la même chose que en spectacle aussi. Faire parler les joueurs et les rendre dans une certaine mesure, ou les titiller pour qu'ils soient intéressants, c'est une sacrée affaire. On est vraiment chanceux au soccer, par contre. Ouais. Par rapport à d'autres sports, là, par rapport au hockey, quand je reviens à mon passage à Toronto il y a 2 semaines, les gens de RDS qui étaient là, ils en ont vécu, là, faire des entrevues avec Costitine. La Ligue nationale de hockey. Il dit, c'est extraordinaire. Là, en 12 minutes, quand en 12 minutes, tu retrancherais 30 secondes des propos parce que, bon, là, ça menait un peu nulle part, mais tu garderais 11 minutes et demie. C'est pas dans tous les sports que tu as ça. Puis c'était joueur après joueur. Il y a peut-être un gars où tu dis, ouais, ça tournait un peu autour du pot, mais c'était plus de l'inexpérience, je pense, ou le fait de rester plus théorique que donner des exemples concrets. Mais pas vrai. Les joueurs de soccer, on est vraiment, vraiment chanceux parce qu'il y en a, ça peut être arraché des dents. Là. Ouais. Mais plus ça se professionnalise, souvent, moins c'est des gens qui ont eu besoin de s'exprimer, qui ont une intelligence sportive. Là. Je ne veux pas dire que c'est des niaiseux, mais qui n'ont pas eu besoin de s'exprimer. Les joueurs de hockey, même ceux qui sont allés à l'université, c'est pas très bien. Mais dans mon expérience, puis ça reste mon expérience à moi, je suis d'accord, mais ceux qui sont allés à l'université, souvent les joueurs de football américain aussi, qui sont allés à l'université. Puis les plus sympathiques, ça demeure les athlètes amateurs aussi, ceux qui vont particulièrement aux Jeux Olympiques. Hein. C'est des gens justement qui ont eu à avoir du bagou, qui ont été devant les gens, souvent qui ont continué à aller à l'école aussi, qui se sont pas tout fait servir sur un plateau aussi, bref. Puis qui n'ont pas un agent qui parle pour toi non plus sur le côté souvent. Fait que c'est la différence. Ce qui est intéressant au soccer aussi, c'est qu'il y a différentes personnalités au sein d'une équipe qui s'expriment beaucoup. En fait, après, j'ai pas fait les autres sports, mais sur l'aspect personnalité, elle s'exprime vraiment très différemment au sein d'une équipe parce que tu as 15-20 joueurs vraiment très différents. Les horizons aussi joueurs africains, exactement, qui jouent beaucoup sur ces aspects de capacité à parler de son métier, etc., où il y a vraiment des profils très différents, très variés au soccer, qu'il n'y a peut-être pas au hockey, par exemple. Ouais. C'est vrai qu'au hockey, t'es passé de Shawinigan à peut-être Boston. Ici, là, au niveau de la culture, et en banlieue de Boston, au niveau de la culture, la différence est moins grande que de passer du Ghana en France à Montréal, mettons. OK. On a tout dit? Petit commentaire sur Philippe Lafroy, peut-être? Dans un des articles de Québec Soccer? On parlait d'international. Exactement. D'ailleurs, je salue, c'est Québec Soccer, il faut le dire, ça a quand même été une école pour beaucoup de journalistes qui sont passés par les pages du magazine et même des photographes. Et c'est ça, c'est un jeune journaliste qui a fait cet article-là. On en a 2 des jeunes. Il y a Charles Camiran, donc celui qui a fait l'article avec Philippe Lafroy, puis il y a Richard Louemba qui a fait un article avec le directeur général de l'Atlético Ottawa et le directeur sportif du Supra sur les jeunes Québécois de CPL. Et donc Philippe a été interrogé par ce jeune journaliste Charles Camiran qui lui a parlé de ce qu'il a fait en fait entre la fin du premier épisode au CF Montréal, à l'Impact à l'époque, et puis son retour cette année. As-tu été surpris de le voir revenir, toi? Un peu au départ. Après, j'ai trouvé ça logique en fait finalement de faire appel à lui. Puis pour le coup, c'est à l'honneur du club, je pense, et de Lucas Saputo qui l'a rappelé parce que ça s'était fini en queue de poisson au cœur de la pandémie sur un coup de fil. C'était toi qui, je crois, l'avait eu à l'époque à ce moment-là. Donc c'est à l'honneur du club d'avoir un peu laissé ça à côté puis d'avoir rappelé
pour de la compétence principalement, et puis pour l'image du club, justement, on parlait du Supra précédemment sur l'importance de créer une identité de club, etc. Puis Philippe Lafroy est totalement un bâtisseur en fait dans ce club-là, et c'est plutôt positif de le voir revenir. Donc c'est ça, surpris au départ parce que je m'attendais pas nécessairement, surtout qu'il était à Lyon, qui est quand même une académie au niveau mondial importante. Alors après il était là-bas à un moment de grand changement au sein du club, mais c'était pas nécessairement évident que de revenir à Montréal, même s'il y a pour Philippe des enjeux familiaux aussi, mais donc au départ oui, puis au bout de 2 minutes comme dis, c'est ça a du parfaitement sens, logique hein. finalement. On avait raté 2-3 épisodes, mettons, puis quand t'es écoutes, tu comprends que revenir à Montréal, ça... Tu sais que Philippe, c'est connu ça, mais aurait pu être si, parce qu'ils ont abandonné le projet, mais aurait été le premier directeur de l'académie du Saint-Louis SC. Ah, j'ignorais ça, moi. Tu veux dire, il était dans la Oui, course? il était dans la course pour être directeur. Puis finalement, ils ont abandonné le projet dans la première année. Mais c'était parce qu'on parlait d'ambition depuis tout à l'heure. Je savais pas, mais pas surprenant. Ouais, c'est ça. C'est un bon candidat quand même pour bâtir une académie. Assurément, moi, c'est parce que ça me faisait penser à ce qu'il est sous-utilisé dans une certaine mesure, parce que moi, je lui prête, puis je pense que vous êtes pareil, je vois beaucoup de talent, puis beaucoup de talent d'organisateur. Ce qu'il a bâti à l'académie à l'époque était assez impressionnant de rien. Fait que parce que c'est bien de faire revenir du talent, encore faut l'exploiter aussi, ou avoir une capacité de l'exploiter aussi. Juste en finissant, les alumni, les anciens, ceux qui sont passés par Québec Soccer, je l'ai appris dernièrement, mais il y a Mathias Vanaz qui était rédacteur en chef, que j'ai connu à l'époque de Québec Soccer. Il y a Vincent Destouches, qui était stagiaire à l'époque. Il y a Christine Roger de Radio-Canada qui était stagiaire aussi. Qui d'autre, j'en oublie-tu? Jean Gounel, Claudine Douville. Jean Gounel qui supervisait tous ces stagiaires-là. Son nom, mais Bernard Brault, le photographe de la presse. Bernard Brault, photographe excellent photographe de sport, qui a été photographe à Québec Soccer. Je pense que Patrick Vallée, l'ancien directeur aussi des communications. Tout à fait. Patrick Vallée, l'ancien directeur des communications du CF Montréal pendant très longtemps, est passé par là. Bref, c'est un peu un vivier, parce que ça va peut-être conclure notre truc, un peu comme le FC Supra, où c'était 100% québécois, puis ça a permis justement ça a été un tremplin pour plusieurs. Et un petit mot aussi quand même sur Georges Schwartz. Georges Schwartz, qui est éditorialiste à Québec Soccer depuis le premier numéro de Québec Soccer. Wow. Et qui est toujours là. Qui était à la télé aussi à l'époque, Georges Schwartz. Oui, absolument. Qui a fait des Coupes du Monde aussi, je crois. Faudrait que je lui demande. Mais c'est ça, Georges Schwartz, mémoire aussi vivante de Québec Soccer, avec Pasquale Cifarelli qui l'a fondé. Ces deux personnes ont un âge honorable, mais voilà, c'est important de le souligner. Georges Schwartz, toujours là. Et la plume toujours acérée, visiblement. Ça, c'est bon pour ton pub quiz. Yes. Quelle personne a contribué à Québec Soccer et était joaillier de Lady Di? Ah oui, c'est vrai. Absolument. À lire dans sa biographie. C'est pas Jean Gounel. Bon, on a fini. Jean, il fait juste des colliers d'amitié. Oui, exactement. Jean Gounel qui est dans ce numéro aussi puisqu'il s'engage auprès des Olympiques spéciaux. C'est vrai. Ouais. Voilà, c'était sympa de parler de cet engagement de Jean Gounel, qu'on connaît évidemment pour sa longue carrière télévisuelle, mais qui est aussi impliqué dans le soccer ici. C'est à lire 5 fois par an, Québec Soccer, notamment aller sur le site web pour soit vous abonner, avoir des extraits, ou encore acheter de façon ponctuelle le magazine. Voilà, merci Quentin Parissis. Merci à vous. Olivier, merci à toi, mon gars. Salut, là, on se voit la semaine prochaine.